bah, si vous y croyez, il faut y aller parce que franchement, je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit: «Mais une maison d'hôte, là?» ou «Mais t'étais prof et t'avais toutes ces vacances et t'avais la sûreté de l'emploi, la sécurité de l'emploi et» mais en fait, non, moi je préfère, je suis 1000 fois mieux là où je suis aujourd'hui et d'ailleurs il y a plusieurs de mes amis qui me l'ont dit, «Tu vraiment, aujourd'hui tu es à ta place». Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans, après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants, prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte ? Car en plus de ce podcast, les clés du gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram et depuis 1 an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute! Bonjour Julie! Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Alors, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve et ce qui t'entoure, s'il te plaît? Alors, pour tout te dire, je vais pas t'envoyer du rêve là parce que je suis dans ma chambre, je me suis enfermée pour avoir une bonne qualité de son. J'ai vue sur le ciel, gris de la Normandie, avec la pluie. Voilà. Ah bah écoute, ici aussi, c'est très gris, la pluie, c'est l'automne qui arrive, mais moi j'aime bien cette saison qui est propice, à ralentir, à prendre soin de soi et cetera. Donc c'est le début des petits feux de cheminée et des moments cocooning, dans le canapé. Tu aimes pas ça toi? Bah, si, 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 mais c'est bon là, c'est un peu tristoun quand même. Une petite éclaircie. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Alors, on est à quelques kilomètres de Rouen. Effectivement, on est, en Normandie. Ou je sais pas, Rouen est en Normandie ou on est à la limite de la Normandie d'ailleurs? Non, non, c'est en Normandie, c'est, ce qu'on appelait avant la Haute-Normandie, c'est en Seine-Maritime. Super. Et donc, tu nous accueilles dans la chambre d'hôte Les Clés d'à côté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et te présenter pour commencer, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Julie, j'ai 31 ans et il y a quelques mois, on a ouvert la maison d'hôte, Les Clés d'à côté, qui se situe, bah, juste à côté de chez nous, c'est la maison, voisine. Ah super, donc tu as quand même bien, ton espace privé, ton indépendance, c'est chouette ça. Mais bon, tu vas pouvoir, nous raconter un peu plus en détail, comment, s'est fait la recherche de la maison. Donc quand tu dis «on», moi je sais, tu parles de Valentin et toi, donc ton conjoint. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée, comment est né le projet? Oui, alors, en fait, avant j'étais professeure. J'étais professeure d'anglais en collège et après l'épisode covid un petit peu, j'ai eu un craquage, au boulot, petit burn-out et je me suis dit: «Je vais pas faire ça, je vais pas faire ça toute ma vie», voilà, j'ai eu, je sais pas si c'est un mélange de enfin la pandémie, la crise de la trentaine, mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de faire un bilan de compétences, avec un organisme, je vais le citer, qui s'appelle Chance. Et à l'issue du bilan de compétences, j'ai dit à Valentin: «Mais vraiment, je crois que je sais ce que je veux faire, enfin voilà, l'hôtellerie, l'accueil, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, et je pense que c'est fait pour moi». Ah et est-ce que tu avais déjà, l'habitude de séjourner dans des gîtes, des chambres d'hôtes? Est-ce que, tu avais perçu que c'était un secteur ou un domaine qui te titillait? Alors, j'avais jamais séjourné, c'était pas du tout notre mode voilà, bah, quand on partait en vacances, on était plutôt, logement indépendant, moi la maison d'hôte, ça me faisait toujours,
peur sur un point, c'est que j'avais pas envie d'être chez les gens, en fait. J'avais pas envie de m'asseoir dans leur canapé, de déjeuner, à leur table avec eux, ça me gênait vraiment. Donc non, je voyageais pas comme ça. Mais par contre, quand je voyais à la télé des gens qui avaient ouvert, leur maison d'hôtes ou quand j'en entendais parler au détour d'une conversation, ça c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Cette idée d'accueillir, de partager, d'offrir une belle chambre, un bon petit déjeuner, j'avais cette image, mais enfin, c'est l'image de toute façon qu'on en a aujourd'hui, je me rends compte, hein, hem, très idéalisée du métier d'hébergiste, d'hébergeur. Je sais pas comment définir ce métier. Tu peux dire hébergeur, tu peux dire hébergiste. Hébergiste, c'est un petit mot qui n'existe pas, hein, en fait, qui est pas dans le dico, mais que je trouve super, que Céline de Maison Mastroréli m'a soufflé parce que c'est une contraction entre hébergeur et aubergiste et je trouve qu'elle est, que voilà, la contraction est super parce que ça témoigne bien de notre activité. Donc tu fais le bilan de compétences, a priori tu en es satisfaite. Ce qu'il en ressort, c'est plutôt un métier dans l'hospitalité. Mais après, comment tu orientes un peu ce changement de vie? Est-ce que tu décides de faire une autre formation ou d'abord de te renseigner sur le métier? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai défini que voilà, c'était ça, c'était mon nouveau domaine, je le sentais, au fond de moi, on a cherché, à déménager avec Valentin. On a cherché des grandes plutôt voilà, une plus grande maison, plutôt à la campagne. On a commencé à chercher, voilà, de manière, le soir après le travail, voilà. Et Valentin, à ce moment-là, il me le disait pas clairement, mais en fait, il était pas très chaud pour déménager parce qu'on est très bien où on est. C'est vrai que notre maison, personnelle ici, elle nous plaît beaucoup et puis on est juste à côté de chez nos parents, nos enfants sont, à l'école ou chez la nourrice. Voilà, on est très bien où on est. Donc bref, on commençait à chercher des maisons, vouloir déménager et en fait, un peu au hasard, un jour, je vois que les voisins, donc la maison d'à côté, les gens sont en train de vider la maison, ils sont en train de déménager. Et je savais effectivement que quelques mois auparavant, le monsieur qui habitait là était décédé. Et donc je vais les voir sans réfléchir. Voilà, je vais les voir et je leur dis est-ce que cette maison va être mise en vente? Et ils me disent bah oui, écoutez, on va chez le notaire aujourd'hui, on va la mettre en vente. Et là, toujours un peu, spontanément, sans trop réfléchir, je leur dis: «Mais bon, est-ce que ça vous dérange si je visite?» Et j'ai visité, toute seule du coup, et il y avait tout à refaire dans la maison. C'était une maison, voilà, qui était restée dans son jus des années 70, rien n'était aux normes, au niveau, électricité, isolation, voilà. Hem et puis je leur ai dit: «Écoutez, est-ce que ça vous dérange si, vous attendez une journée de plus? Je reviens ce soir avec, Valentin et mes parents, on visite». Ils ont très gentiment accepté, et on est revenus le soir. On a tous, visité, on a réfléchi à ce qui pouvait, voilà, comment on pouvait, créer des chambres, et on leur a dit: «Écoutez, allez pas chez le notaire, la mettez pas en vente. On la prend. On discute pas le prix, voilà». Et donc ça s'est fait, ce Excellent. mercredi-là, voilà, 1re visite à En midi, une journée, quoi? en une journée, et à 17h, c'était acté, enfin voilà, c'était que de la parole, mais on a dit: «C'est bon, on y va». Alors attends, niveau prix, quand ils t'ont annoncé un prix, tu as pas réfléchi, ça quoi? Ça t'a de suite semblé, cohérent? Tu savais déjà que vous aviez la capacité d'emprunter ou que vous aviez peut-être de l'argent de côté? Comment tu as pu, dire oui tout de suite? Alors, en fait, ça, c'est vrai que c'est assez, c'est un peu rocambolesque parce on n'était pas allés consulter les banques. Donc, non, on n'avait aucune idée de notre, capacité d'emprunt à ce moment-là. Par contre, en ce qui concerne le prix de la maison, quand il me l'avait dit, lors de ma première visite, voilà, quelques heures plus tôt, je savais, j'avais conscience qu'ils étaient dans les prix du marché, le prix qu'ils ont demandé n'était pas, Délirant. c'était complètement cohérent.
Donc là-dessus, on n'a pas cherché à voilà, à discuter, à négocier, si c'était pas nous, ils auraient trouvé, preneur à ce prix-là, Et tu à te donner une idée de l'enveloppe que de travaux aussi, en même temps, en visitant? ah oui, oui, on a tout de suite su que c'était, c'était très une enveloppe travaux très conséquente. Ouais, je te dirai un petit peu les les chiffres, mais ouais, ouais, non, il y a eu de gros travaux, c'était presque, la moitié de la valeur de la maison. Ah oui, d'accord, OK. Et donc alors, on se tape dans la main, on se dit: «Bon, c'est nous qui achetons» et bah, j'imagine que direct après, tu appelles la banque pour pouvoir savoir si vous pouvez faire un emprunt? Exactement, le lendemain, on appelle les banques, on demande tout de suite un rendez-vous avec une conseillère, on est reçu. Et là, ils nous disent: «Bah, d'accord, c'est bien beau, il nous faut un business plan». Business plan, étude de marché, et donc là, pendant, on a essayé de faire ça très rapidement, je dirais en 2 ou 3 semaines peut-être. On a monté un business plan, voilà, je faisais que ça, tous les soirs, on rédigeait notre business plan, on se renseignait. Hem, on a été aussi frappé à la porte d'un organisme, ici en Seine-Maritime qui nous a beaucoup aidés sur, l'étude de marché notamment. Super, tu veux le citer? Ah oui, ça s'appelle, Seine-Maritime Attractivité, D'accord. et ils ont plein de bilans de voilà, de l'activité touristique sur les dernières années, et ça nous a vraiment beaucoup aidés pour faire, notamment, le prévisionnel. C'est Valentin qui a fait le prévisionnel parce que c'est un expert, Excel. Il Mmh. adore les tableaux Excel. Donc il a tout fait, et on est quand même allé voir un comptable juste, voilà, pour le consulter, pour lui demander si c'était bien fait. Et puis on est retourné à la banque avec, notre petit business plan, on leur a présenté, et puis, bon là je synthétise parce qu'en fait ça c'était au mois de mai, mais ça a pris beaucoup de temps, voilà, les rendez-vous à la banque, et puis quand on arrive au mois de juillet, bah, il se passe plus rien. Tout est fermé, voilà, tout le monde est en vacances, l'été a été un petit peu dur parce qu'on était toujours dans l'attente, de quelque chose. Il manquait un papier, il manquait, quelqu'un qui était en vacances, il y avait que lui qui pouvait faire, enfin, et les propriétaires, enfin les anciens propriétaires de la maison ont été vraiment super gentils et super patients parce que plus d'une fois, ils auraient pu dire, «Bon écoutez, ça avance pas, on vous croit pas quoi, on laisse Oui, c'est ce que tomber». j'allais dire. C'est génial qu'ils aient été, compréhensifs et patients d'avoir, ben, de votre côté l'obtention de l'emprunt et cetera. Ça aurait pu leur faire peur et dire: «Non, non, on va trouver quelqu'un qui a déjà les fonds et qui peut acheter rapidement». Tout à fait. Mais vraiment, j'ai eu l'occasion de les remercier par la suite, mais parce que donc au final, on a vraiment fait la signature, fin septembre. Ah oui! Oh là là! Donc de mai, voilà, de mai à septembre, il s'est rien passé. On était tout le temps dans l'attente, fixer un rendez-vous avec les notaires, avec, voilà, que tout le monde soit disponible, ils ont été très patients, et je les remercie vraiment parce que moi, ça m'a permis de changer de métier, changer de vie, et De trouver le bonheur. c'est ça, exactement. C'était d'anciens, c'était pas d'anciens, ils étaient profs également. Donc je pense qu'on a eu une connexion, on a parlé du métier, ils ont compris pourquoi j'en avais eu un peu, ras-le-bol, et on partageait les mêmes, voilà, on avait vraiment tissé un petit lien, quoi. Ah, c'est trop chouette. Donc, par rapport à la banque, vous faites un emprunt pro, du coup? Oui, ah mais oui, c'est ça aussi qui nous a, qui faisait un peu retarder les choses, c'est que, bah, on n'avait pas du tout créé notre société. Donc, parce qu'on a décidé, après avoir consulté le comptable, on a décidé de créer une SARL de famille. Donc on a fait un prêt, on a emprunté, voilà, via la société. OK, et l'enveloppe, d'emprunt, c'était à la fois pour l'acquisition et les travaux? Voilà, donc c'est, encore une fois, si je dis pas de bêtises, c'est un peu distinct. Pour te donner des chiffres, en fait, la maison, on l'a payée 247 000 € avec les frais de notaire inclus. Pour combien de superficie? Elle faisait, un peu plus de 100 carrés. 100, oui, 100, je pense qu'elle faisait 100 carrés. Ouais. Ah, c'est bien, hein, c'est un bon prix, je trouve.
Ouais, on est dans un quartier, très, très recherché, hein. En plus, il y a 2 il y a elle est traversante, il y a 2 jardins, elle est pas mitoyenne. Enfin, elle a quand même, pas mal de d'atouts pour elle. Donc voilà, donc 247 000 €, c'était le prix de la maison, tout inclus, et on a ajouté une enveloppe travaux de 100 000 €. Et ça, c'est parce que tu as fait venir des artisans et cetera? Ou vous avez fait, «Bon, allez, on dit 100 000 et puis il faudra que ça rentre dans les 100 000»? Alors, on a fait venir, je crois, on a quand même fait venir un artisan, hem, mais on avait quand même, à la louche, on avait calculé, on savait qu'on devait changer, voilà, les 10 fenêtres de la maison, on savait qu'on allait refaire toute l'isolation. On avait budgétisé, en gros, et ça représentait à peu près ça. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que la banque te demandait un devis de la part d'un promoteur ou d'un maître d'œuvre? Oui, oui, tout à fait. Ils nous ont demandé, toutes les factures, parce qu'en fait, cette enveloppe travaux, elle est débloquée sur facture, Ah oui, bien sûr. sur présentation des factures. Donc on a présenté, tous les devis, des artisans, enfin de l'artisan, parce qu'en fait, il y a un artisan, Xavier, super Xavier, qui nous a tout fait, qui avait déjà fait en fait notre maison à nous, et c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un magicien des travaux. Il est incroyable, donc on savait on le voulait, et il a accepté, donc c'est super. Trop cool. Est-ce que tu avais négocié avec la banque une franchise pour, que le départ des remboursements se fasse, un peu après le début de l'activité? Alors, il me semble que oui, Valentin avait dû parler voilà, d'un différé comme ça. Je t'avoue qu'après coup, je crois qu'on a commencé, nos 2 premiers mois, on ne remboursait pas encore enfin voilà, on était encore en différé, et en fait, sur conseil encore du comptable, il nous a dit: «Bah, écoutez, en fait, vous marchez bien, il y a pas de raison là que vous commenciez pas, à rembourser votre prêt. En fait, ça va plutôt vous pénaliser au long terme, donc vous pouvez déclencher, le remboursement du prêt». Après, moi, je te parle d'argent comme ça, mais je te redis, c'est pas du tout moi qui gère cet aspect-là, donc Valentin en parlerait beaucoup mieux que moi. Eh beh, écoute, je vais le harceler après. Non, je rigole. Non, non, mais c'est déjà super, toutes les informations là que tu nous donnes. Hem, donc tu as les clés signature fin septembre, mais ça, c'est la dernière signature, c'est pas le sous-sein, c'est vraiment la vente. Donc vous démarrez les travaux à partir de quand? Ah bah, le week-end même, dans la foulée, hein, début octobre, hop, on met les enfants, à garder chez papy et mamie, et puis nous on prend la masse, et on commence à casser tout, casser les murs, pendant plus d'un mois en fait, tout le mois d'octobre et quasi ouais, jusqu'à mi-novembre, on a fait que de la casse, dans la maison. On a tout cassé, pour tout mettre à nu, pour la nouvelle isolation, et non, mi-novembre, Xavier est arrivé, et là, il a commencé, les choses sérieuses. C'était parti. On a fait en tout 6 mois de travaux. Ah super, et comment tu as imaginé le nouvel intérieur, le nombre de chambres, les salles de bain et cetera? Est-ce que tu t'es fait accompagner ou c'était, juste, trop kiffant pour toi que de penser à tout ça? Bah, c'est un mélange des 2, parce qu'on a quand même pris des conseils, d'un peu partout. Moi, j'avais passé des coups de téléphone. Par exemple, j'avais appelé au tout début de mon projet, j'avais appelé Gîtes de France, et la dame que j'avais eu au téléphone m'avait dit, généralement, les gens qui font maison d'hôtes, c'est pas, en tout cas dans cette région, dans ce coin-là, ils en vivent pas. C'est un à côté, c'est quelque chose qu'ils font, voilà, à côté. En dessous de 3 chambres, vous arriverez pas à en vivre décemment. À partir de 4 chambres, on peut commencer à, voilà, à en vivre. Donc c'était très clair dans notre tête dès le début qu'on ferait 4 chambres, parce que moi, mon idée, c'était de changer de métier, donc d'en vivre. Donc quand on a visité la maison, on a tout de suite, échafaudé des plans dans notre tête, pour créer 4 chambres, et là, cette fois-ci, quand je dis «on», c'est à la fois, Valentin et moi, mais c'est aussi et surtout mon père, mon papa, parce que, mon père
il est agenceur d'intérieur. Il est cuisiniste, en fait. Il fait des cuisines, des salles de bain et des rangements. Ah! Et Oh, mais trop ah bah là, bien! c'est hyper précieux parce que lui, il a vraiment l'œil pour savoir voilà, comment aménager l'espace. Il a dessiné des plans, voilà, ça a un petit peu bougé avec le temps, mais c'est voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on faisait tous les trois. Et puis voilà, de temps en temps, quelqu'un apportait une idée. Il a aussi sa collègue dans le magasin qui a une formation plutôt d'architecte d'intérieur, donc elle a vraiment un goût voilà, pour la déco et tout ça. Et donc voilà, on était accompagnés par les connaissances, la famille. Ça, c'est super agréable de travailler en confiance comme ça. Effectivement. Et d'ailleurs, tes parents, est-ce qu'ils soutenaient le projet? Est-ce que quand vous leur en avez parlé au tout début, est-ce qu'ils ont eu un peu peur de ton envie de changer de travail? Est-ce que parce qu'on sait, hein, les parents, Euh, mon Dieu, il faut rester en CDI toute sa vie et et rien changer. Est-ce que Exactement. ouais, voilà, est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont entendu ton besoin de changer? Est-ce qu'ils ont trouvé ça pertinent et cetera? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Oui, oui, oui. Mes parents, ils m'ont vraiment ils ont soutenu dès le début parce que déjà, ils ont vu à quel point j'étais mal dans mon ancien métier. Ils ont vu le chemin, voilà, que j'avais fait. Donc là-dessus, ils savaient qu'il y avait besoin d'un changement. Après, quand j'ai vraiment verbalisé maison d'hôte ici, dans notre ville, ils étaient un peu dubitatifs. Et mes beaux-parents encore pire, enfin ils pensaient, voilà, là je pense qu'ils se sont vraiment dit: «Julie, elle nous fait sa crise de la trentaine, c'est un truc, qu'on entend, à la télé, les grands changements de vie comme ça, mais ça se fait pas dans la vraie vie». Et en plus, donc on avait 2 petits enfants en bas âge et puis, moi j'étais professeure, donc j'avais, comme tout le monde adore me le rappeler, j'avais énormément de vacances, j'avais tout le temps pour m'occuper de mes enfants. Heu, donc voilà, quitter ce confort, et je mets ça entre 1000 guillemets parce que confort, professeur, enfin pour moi c'est pas du tout. Mais donc voilà, oui, effectivement, ça a suscité pas mal de les gens étaient très dubitatifs, pour le moins, ouais, pour dire, enfin, c'est un euphémisme, mais après, petit à petit, ils ont vu on était motivés, nous on était déterminés, on savait que ça pourrait marcher, donc tout le monde a fini par nous suivre. Génial. Bah, du coup, mes parents, après, une fois qu'ils étaient partis, on imagine les plans, on fait les plans et puis les travaux commencent. Et là, mon père, il est presque tous les matins, il est sur le chantier, parce qu'il connaît bien, Xavier, qui a fait des travaux, en fait, un peu partout, dans la famille, dans toutes les maisons de la famille. Et et donc c'est parti, voilà, on a fait, un peu moins de 6 mois, 5 mois de travaux, et vraiment on a fait une soirée d'inauguration le 31 mars, et jusqu'au 31 mars à 16h, c'était à 17h l'inauguration, 16h on finissait d'accrocher, les derniers, luminaires, miroirs, enfin vraiment on a fait de la peinture encore, voilà, quelques minutes avant que les gens arrivent, donc c'était, just in time. Eh beh, oui, mais c'est toujours comme ça et donc pendant les travaux, tu prends aussi la main sur, bah, trouver un nom, faire un logo, réfléchir aux canaux de distribution, faire la grille tarifaire, tout ça? Alors, le nom de la maison, en fait, on l'a déterminé assez tôt parce que quand on a dû créer la SARL, il nous fallait un nom. Donc, les clés d'à côté, c'est venu assez naturellement parce que nous, on disait tout le temps: «La maison d'à côté, la maison d'à côté». La maison d'à côté était déjà pris, c'est pour ça on a opté pour les clés d'à côté. Mais donc le nom, voilà, c'était fait, déjà depuis, bah, avant la signature, voilà, depuis quelques mois. Le logo, bah, tu vois, je te disais que c'était une histoire de famille, bah, c'est la sœur de Valentin qui nous a créé le logo C'est trop parce cool. qu'elle a une formation de elle a une formation d'infographiste. Donc elle nous a créé plein de petites choses, elle nous a aidés aussi un petit peu pour le compte Instagram parce que, donc on a ouvert un compte Instagram, et là, je fais une petite digression pour te dire que
c'est pas du tout mon truc, les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Je l'ai fait parce que tout le monde m'en parlait et que je savais que c'était un petit peu incontournable. Et moi-même, je suis consommatrice, mais pas du tout créatrice, du tout. Euh, donc, on a ouvert le compte et puis Facebook également. Mais au début, bah, on n'avait que des photos très moches à mettre parce que la maison, elle n'était pas belle du tout. Et puis nous, on était dans les travaux, donc c'était que des gravats, voilà, c'était pas très glamour. On l'a quand même fait, donc on a commencé à communiquer comme ça. Mais c'était vraiment pour la famille, c'était plus pour les gens qui nous connaissaient. C'était pas, ça avait pas vocation à attirer les foules. Voilà. Et puis, en ce qui concerne le site internet, on est passé par Amenities, Oui. qu'on a connu un peu grâce aux clés du gîte, Ah! parce que parce qu'en fait, pour tout te dire, un jour, on est allé à un salon de l'hôtellerie à Paris qui s'appelle Ecotel, Équipe Hôtel, pardon, le salon Équipe Hôtel. Euh, on y est allé et dans la voiture, on écoutait un épisode des Clés du Gîte, un podcast. C'était la Maison Maroc. Et il disait, les filles disaient qu'elles passaient par Amenities. Et puis je dis à Valentin, mais ça fait plusieurs fois qu'on entend parler, Amenities, ça doit être, les retours sont plutôt bons, ça doit être bien. Et puis on arrive à ce salon et il y avait un stand, Amenities. Donc on a dit, bon écoute, je crois que c'est écrit. On a rencontré un gars et puis le feeling est très bien passé et puis il y avait une offre spéciale sur le salon, donc on a dit bon, on va pas tergiverser 50 ans, on passe par eux, ils nous proposaient aussi de faire le site internet, ce qui était un peu une galère pour le moment pour nous. J'avais démarché quelques entreprises, ça coûtait un bras. Donc voilà, on est passé par Amenities, ils nous ont fait le site internet et ils nous servent aujourd'hui de channel manager et puis on en est super content, très content. Bah, écoute, tant mieux, super. Effectivement, moi, j'ai toujours que des retours, positifs, et je trouve que la solution de faire le site internet, en tout cas pour les premières années d'ouverture, avec, le channel manager, bah, c'est royal parce qu'on arrive quand même à faire des très jolis sites, à les personnaliser, tout en n'ayant pas à sortir un budget qui est, parfois un peu trop important, au lancement. Exactement, bah, c'est tout à fait ça. C'est ça qui nous a convaincus. Parce que vraiment, un site internet, ça coûtait plusieurs milliers d'euros. Et Amenities, là, permettait de... Puis aussi, c'était plus facile voilà, de tout centraliser et de pas s'éparpiller. Ça nous a plu. Aujourd'hui, vous avez donc les 4 chambres et le site. Est-ce que tu sais à peu près combien te coûte Amenities par mois? Oui, je crois que c'est 50 € par mois, si je ne dis pas de bêtises. Et tu pourrais rajouter une cinquième chambre, au même prix ou tu penses que ça te ferait passer à un nouveau palier? Alors, j'ai entendu récemment dans le dernier podcast qui est sorti qu'effectivement, on passait des paliers selon le nombre de chambres, Oui, mais j'avais pas connaissance de ça, je savais pas. Après, nous, la question se pose pas parce que la maison, elle peut pas accueillir une cinquième chambre, c'est pas possible. OK. Donc amenities, le logo et on va dire la charte graphique, par la sœur de Valentin, et après, tu savais déjà quel type de clientèle tu souhaitais accueillir? Ça, j'imagine que de toute façon, vous y avez réfléchi quand vous faisiez le business plan pour faire l'étude de marché et puis, construire le prévisionnel. Mais, c'était est-ce que du coup, vous avez dû pousser un petit peu plus la réflexion avant l'ouverture ou tout avait déjà été réfléchi, profondément pour le business plan? Sur le type de personnes qu'on accueillerait, je pense que, je t'avoue, je me souviens pas tellement, mais j'imagine qu'on avait quelque chose en tête. On avait des chiffres sur voilà, le pourcentage d'étrangers, de Français, on avait des choses en tête, mais je pense que en fait, ça reflétait pas tellement ce que aujourd'hui je sais par rapport à voilà, qui on accueille. On accueille majoritairement des étrangers. C'est plus de 50% de notre clientèle. C'est beaucoup des Belges, des Néerlandais et des Allemands.
voilà, très, très majoritairement. Du coup, tu continues à parler anglais, c'est bien. Ah bah ça c'est super et puis c'est des des conversations un petit peu plus poussées que ce que j'avais avec, mes petits 6e ou 5e. Oui. Where is Brian? Brian Voilà, is in the kitchen. voilà. J'ai arrêté de chanter l'alphabet, maintenant je conseille, sur les visites, ça me plaît mieux, j'avoue que je préfère. Tu m'étonnes. Donc voilà, on a pas mal d'étrangers, mais pour tout te dire, j'ai regardé le nombre de nationalités qu'on avait reçues, depuis, 6 mois maintenant, enfin 5 ouais, 5 mois et demi. On a reçu 22 nationalités Mais différentes. je ne savais pas que Rouen était aussi, populaire pour les étrangers, en tout cas. Eh bien, en fait, c'est la Normandie. C'est Normandie et 2e guerre mondiale. Le Rouen pour les touristes, en fait, qui viennent ici, c'est la porte d'entrée pour aller vers, le mémorial de Caen, les plages du débarquement, le Mont Saint-Michel, même un petit peu plus loin. C'est sur leur route, en fait. Donc ça, c'est une grosse partie de notre clientèle, c'est les gens qui font juste un stop pour aller ensuite, un peu plus vers le sud, soit en Bretagne, à l'île de Ré ou dans les Landes ou même en Espagne parfois. Donc c'est juste une nuit. Exactement. On en vient du coup à ce qui me pose un petit peu, voilà, question en ce moment, c'est que, la durée moyenne, des séjours chez nous, c'est 1,4 nuits. 1,4. Enfin, donc ça Oui, oui, c'est 1,4. Donc effectivement, tu as un roulement, de linge, de ménage, ouais, incessant. Tu as de quasiment, de des fou. départs et des accueils tous les jours. Ah bah, tu sais, tous les jours, en fait, tu vois, depuis qu'on est ouvert, je pense que j'ai eu peut-être, en tout 6 ou 7 jours où j'ai pas eu de ménage à faire. Heu, enfin, voilà et c'est 7 jours sur 7. Donc oui, c'est très il y a un turnover de fou, quoi. Est-ce que tu proposes la maison en privatisation? Alors pour l'instant, non. Mais c'est quelque chose que j'envisage, très fortement pour l'année Mmh. prochaine, notamment pour, voilà, pour, essayer de La haute saison? oui et puis pour me poser un petit Oui, peu, en fait, pour avoir moins de tout à fait. voilà. Oui, oui, c'est une solution, je pense, pour, avoir des séjours qui seront un peu plus longs ou ne serait-ce que sur les week-ends, en tout cas et pouvoir toi, effectivement, te reposer un petit peu Oui, et augmenter aussi, le prix moyen peut-être, quoi, le panier moyen. Mais oui. bon, ouais, Oui, je pense ça qu'il peut y a être une piste de réflexion. ouais, il y aura un minimum de 2 nuits, sur les week-ends en été. Enfin ça, je pense que c'est assez, incontournable parce que c'est vraiment trop fatigant pour nous, hem, entre les enfants, les voilà, faire, 5 heures de ménage le samedi, 5 heures de ménage le dimanche, repartir pour une semaine, les draps, les enfin, c'est vraiment s'il y a quelque chose que j'avais pas bien calibré avant de me lancer, c'est la charge de travail et pourtant c'est pas faute d'avoir été prévenue. Mais, mais c'est énorme. Mais je pense qu'en fait, on a beau l'entendre et moi, en tout cas, je pense, le dire et le redire, régulièrement, mais effectivement, on s'en rend vraiment compte que quand on Mmh. est dedans et et alors, pour parler justement de ton organisation, est-ce que tu peux nous décrire une journée type? Oui, 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 je peux. Alors, dans ma journée type, je vais inclure pas mal de choses qui concernent les enfants parce que en fait, c'est indissociable, de ma vie, enfin de oui, de mon quotidien. Donc en fait, on se réveille à 7 heures le matin, moi je m'occupe des enfants le matin jusqu'à 8h30, jusqu'à ce que je les porte à l'école, voilà, je suis full focus sur les enfants et Valentin s'occupe des petits déjeuners. Donc chaque matin, il va à la boulangerie et il revient avec les viennoiseries et les pains que les gens ont commandés. Parce qu'en fait, la veille, quand les personnes arrivent, on leur demande précisément ce qu'ils veulent au petit déjeuner. Comme ça, à la boulangerie, on n'achète que ce qu'ils veulent et ça nous évite pas mal voilà, le gaspillage et puis ou enfin, après on gaspille pas souvent parce que on le prend pour nous ce qui reste, mais bon, si je mange des viennoiseries tous les jours, je vais pas tenir très longtemps. Non. Donc voilà, Valentin va à la boulangerie, il dépose sur la table du petit déjeuner qu'on a préparé la veille.
Moi, je dépose les enfants à 8h30, je reviens de l'école. Là, je vais faire un tour dans la maison d'à côté pour discuter avec les gens, voir si tout se passe bien. Euh, voilà. Ensuite, en général, je ne reste pas avec eux pour déjeuner parce que je me rends compte que les gens aiment bien être tranquilles. Ils ont pas envie que je sois là à leur parler alors qu'ils ont le croissant dans la bouche. Donc, je retourne chez moi, je fais mes petites choses. Voilà, je range la maison, je lance une machine. Voilà, les tâches ménagères quotidiennes. Et une fois que les gens ont fini de déjeuner, je me mets à ranger toute la cuisine. Voilà, je remplis le lave-vaisselle, je refais les plateaux de charcuterie, de fromage. Je vérifie que les pots de confiture, voilà, sont bien remplis, sont pas trop sales. Enfin, ça a l'air de rien, mais moi, la cuisine, je mets bien 30 minutes au moins à la faire. Parce que faut tout nettoyer, faut vérifier que la machine à café soit propre. Enfin, c'est plein de petites tâches comme ça. Euh, Ensuite, je m'attaque aux chambres une fois que les gens sont partis. En général, voilà, je mets 45 minutes, une heure par chambre. Et c'est là aussi que, moi, il y a un truc qui me prend beaucoup de temps, c'est que comme on est sur 2 maisons, les machines à laver et le sèche-linge sont chez moi. Donc je me trimballe le linge, voilà, je fais des allers-retours, je traverse les jardins, je monte les escaliers, je redescends les escaliers, enfin, je fais au moins 10 allers-retours dans la journée, les bras chargés de linge. Donc ça me prend pas mal de temps. En général, vers 12h30, 13h, je me pose, voilà, je mange. Et l'après-midi, bah, c'est selon. Euh, Il y a bien 2 après-midi par semaine où je fais du repassage. J'ai 3 heures de repassage hein, parfois. Ou alors je vais faire les courses, je réponds aux mails, je fais un petit tour de réseaux sociaux. Bon, ça m'arrive pas souvent, j'avoue. Euh, Et dans l'après-midi, je retourne aussi dans la maison bah, pour vider le lave-vaisselle, pour faire les dernières choses que j'ai pas eu le temps de faire, en général les sols, ou voilà, des petites choses comme ça. Et à 17h30, je vais rechercher les enfants. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans la matinée, chaque matin, j'envoie un petit message aux arrivées du jour pour savoir à quelle heure ils vont arriver. Parfois, ils peuvent arriver à partir de 16h, donc parfois, quand c'est avant 17h30, avant d'aller chercher les enfants, bah, c'est parfait, j'ai le temps de bien les accueillir. Et parfois, ils me disent, ben, j'arrive à 17h30. Et moi, c'est pile l'heure où je dois aller chercher mes enfants. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc parfois, ils m'attendent. Euh, enfin voilà, c'est toujours le côté un peu compliqué. Et je rentre de chez la nourrice avec les enfants. Et là, il y a de nouveau des accueils à faire. Et puis le soir, en général, quand on a fini de coucher les enfants, on retourne une dernière fois dans la maison d'à côté pour mettre la table du petit déjeuner. D'accord. Voilà en gros une journée. OK, super, non, mais c'est hyper intéressant. Donc, moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur la gestion du linge, effectivement. Donc, bah oui, tu as un turnover, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là pour les gîtes et chambres d'hôtes, mais qui est assez élevé. Combien tu as acheté de parures de linge dès le départ? Alors au départ, on en a pris 2 par chambre. Et on a vite compris que c'était pas vivable. Enfin, Ouais. ça n'allait pas marcher. Donc maintenant, on en a 4 par chambre. Et c'est du linge que tu repasses? Oui, je repasse parce qu'on a pris je sais pas si on dit du ou de percale de coton. Donc, De la percale, je de la crois. percale. Donc, je repasse au minimum les têtes d'oreiller. Je repasse pas les draps du dessous, les draps comment? Les draps housses. Le Traus. Ouais, je le Mmh. repasse pas, mais je repasse de temps en temps les housses de couette parce que, en fait, ça dépend de ma façon de sécher le linge. Si on est en plein été et qu'il fait beau et que j'ai pu étendre le linge dehors, je repasse pas. Mais ça passe au sèche-linge et qu'il y a 2 ou 3 housses de couette en même temps, il faut repasser parce que c'est vraiment très froissé. D'accord. Et est-ce que
Est-ce que, au moment où vous imaginiez les espaces justement avant les travaux, est-ce que tu avais anticipé le fait que, bah, tu aurais besoin éventuellement d'une buanderie? Ou justement c'est ce que vous avez peut-être, omis d'anticiper? Alors, on n'a pas oublié, c'est juste qu'on savait parce que je t'ai pas exactement tout dit sur la maison. C'est que d'ici quelques semaines, quelques mois, on se relance dans des gros travaux. On fait un grand agrandissement à la maison D'accord. et justement cet agrandissement, il est fait pour agrandir la pièce de vie et aussi créer une lingerie, une buanderie. Ah! Parce qu'on savait dès le début que ce serait pas, viable au long terme de faire, tous ces allers-retours, c'était pas possible et puis quand le jour où on voudra louer la maison en entier, il faut que les Oui, gens, aient à disposition une machine complètement. donc non, non, c'était dans les tuyaux mais c'est aussi pour ça que notre enveloppe, travaux était aussi élevée. C'est qu'on savait qu'il y avait ce grand agrandissement de près de 70 carrés qu'on allait faire, quelques mois après notre ouverture. D'accord. Donc c'est quand même toujours dans l'enveloppe des 100 000 €. Oui, oui. Et vous êtes obligé de fermer pendant une petite période? Alors, c'est en pleine, discussion parce qu'évidemment, moi, c'était hors de question pour moi d'ouvrir, pendant les travaux parce que ce genre de Mmh. désagrément, pour moi, c'était pas possible d'offrir ça aux gens. Et en fait, alors déjà, Xavier, l'artisan qui va faire aussi l'agrandissement, il me dit: «Mais attends, mais moi je fais pas de bruit. Si tu me dis, que de telle heure à telle heure je fais pas de bruit, je fais pas de bruit» et puis, bah, bon, il y a des fondations, il y a tout à faire donc bon. Et puis Puis aussi au-delà du bruit, c'est la poussière que ça va générer, exactement, le bazar oui. et cetera. C'est pas forcément, très approprié. Ne serait-ce que même pas forcément pour la clientèle, mais pour toi, pour être sûr que ton ménage, il sera efficace. Voilà, que tu vas pas, péter un câble. Mais c'est ça. Mais en fait, l'argument un peu qui m'a fait un peu flancher, c'est que il m'a dit: «C'est un agrandissement qui est sur la partie, extérieure de la maison et en fait jusqu'au dernier moment, i ce sera pas la maison ne sera pas ouverte». Donc c'est vrai que la partie travaux sera un peu indépendante, enfin bon, ça c'est pas encore très clair, dans ma tête. Mais D'accord. ce qui m'a fait aussi un peu changer d'avis, c'est que j'ai des gens qui viennent, parfois parce qu'ils ont une formation de quelques jours, pas loin d'ici, à la fac de Rouen, où ils ont, voilà, il y a des étudiants qui sont en alternance et plutôt que de prendre un appartement, ils restent chez nous et du coup, c'est des dates, voilà, ils savent à l'avance et j'ai déjà, voilà, ils savent déjà que, par exemple, au mois de janvier, ils veulent venir de telle date à telle date et j'ai une dame qui m'a dit: «Oh mais moi, si vous êtes en travaux, ça me pose aucun problème. Faites-moi une petite place, s'il vous plaît, je veux vraiment pas aller à l'hôtel», et je me suis dit: «Bah tiens, écoute, pourquoi pas sur, voilà, des gens avec qui le feeling est bien passé comme ça, des gens qui sont déjà venus chez nous». Peut-être, voilà, faire un prix sur la chambre, parce que le confort sera peut-être pas autant, voilà, aussi bien qu'en temps normal, mais donc là, on est en réflexion sur, est-ce qu'on resterait pas ouvert quand même, un peu à la demande pendant les travaux? Et c'est quelle période justement ces travaux? Alors, ça devait commencer au mois de novembre, d'ici quelques semaines. Ça sera pas le cas parce que, il faut déposer un permis de construire, que les délais sont très longs, qu'on traîne un petit peu. Donc donc voilà, ce sera probablement décembre, janvier, février ou peut-être non, d'ailleurs je dis ça, mais ça c'était dans ma tête, mais on m'a remis les pieds sur terre récemment. Ça sera janvier, février, mars. D'accord. Bon, à la limite, c'est pas ça reste la période la plus calme, la plupart du temps, si je me trompe pas, donc je pense pas que ça va forcément te faire louper des réservations non plus, justement, si tu restes assez flexible sur les demandes et Oui, 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 non, je pense que cette période-là, ça va, on limite les dégâts. donc génial. Donc l'idée, c'est que tu puisses te mettre ta buanderie et que, ben, tu perdes pas de temps à faire des allers-retours avec votre maison et que tu fasses tout sur place. Tout à fait, c'est ça. Stocker aussi parce que ça demande beaucoup de place, en fait, de stocker toutes les serviettes, Exactement, mmh. donc voilà, quelque chose de propre, de grand et d'accessible, rapidement. Fonctionnel, ça doit être le mot d'ordre et Oui. est-ce que tu sais identifier le canal qui te ramène le plus de clients? Alors
on est sur Booking, Airbnb et on a notre propre site. C'est nos 3 seules, plateformes, enfin disons, c'est nos 3 seuls canaux et très clairement, j'ai entendu que c'était déjà le cas pour d'autres maisons d'hôtes. Airbnb ne nous rapporte rien du tout. Ouais, mais justement, comme tu le disais, c'est Nicolas de Moulin Moulin qui le dit dans le dernier épisode que ça n'a rien fait du tout, Je quoi. ne sais pas si c'est la façon de faire les annonces parce que je sais que j'ai beaucoup galéré à créer les annonces ou si c'est juste que c'est pas le voilà, c'est pas le meilleur canal mais je crois qu'on a eu 2 on a reçu 2 personnes, en 6 mois, via Airbnb donc C'est dérisoire. par contre, Booking, ouais, Booking c'est vraiment, fulgurant, hein. Dès le début, ça a été, enfin des parfois, le week-end, on se retrouve avec, une dizaine de réservations dans le week-end, de nouvelles réservations, je veux dire, pour les semaines à venir parce que Booking, ça marche, d'enfer. Hem ensuite le direct aussi, fonctionne quand même bien. Aujourd'hui, je pense qu'on est, ça dépend un peu des périodes, mais on est à 70, 70-30. 70 pour la plateforme, 70 voilà, de Booking et 30 de direct. Et alors, le direct, tu penses qu'il te découvre comment? Est-ce que peut-être tu es sur le site de l'office de tourisme ou est-ce que tu penses que c'est, d'abord une recherche sur Booking, puis après ils te trouvent? Hem, je leur demande en général et ils m'avouent que, ils ont trouvé sur Booking et ils ont le réflexe après de passer en direct C'est parce que génial. il y a quand même une conscience aujourd'hui, hem enfin, en fait, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui continuent à beaucoup apprécier Booking parce qu'ils disent que les conditions d'annulation sont plus flexibles, alors que nous, pour le coup, les conditions sont les mêmes, que ce soit sur Booking ou en direct. Mais aussi, ils cumulent des points, ils sont membres, Genius, enfin, voilà, voilà. Il y a des inconditionnels de Booking et il y a des personnes qui préfèrent quand même, qui ont cette conscience de passer en direct parce qu'ils savent déjà que eux ça va leur coûter un peu moins cher et que pour nous aussi c'est mieux. Et quand tu fidélises, est-ce que justement tu arrives à les convertir au direct ou, certains, même si c'est pas la première fois qu'ils viennent, continuent à réserver sur, la plateforme Booking? Alors en général, ils repassent en direct. Quand c'est une deuxième fois, ils repassent par le direct. On a juste, quelques personnes, c'est un type de clientèle aussi qu'on a quand même pas mal, à la maison, c'est les professionnels. Les professionnels, ils passent par Booking parce que Hem, bah, c'est ce que je te disais, ils cumulent des points et grâce à leurs points, ils partent en vacances l'été, Mais c'est à ça. l'étranger, voilà. Puis potentiellement, c'est même pas eux qui font la réservation, c'est une assistante. Alors, voilà, Ouais, ça arrive. Mmh. c'est voilà, c'est plus pratique d'avoir un suivi, un historique, les factures, quoi, plus pratique. Pour eux, je Oui. pense que c'est Oui, l'idée oui. qu'ils s'en font. Oui, bon après, moi c'est pas un drame, pour moi, hein. Enfin, Non, vu ce que nous rapporte de enfin, toute façon, tu as joué sur les tarifs. on a même parce que normalement le booking c'est 15 la commission et nous on a augmenté un tout petit peu. Alors là, je te dévoile, un petit secret, je sais pas si je fais bien de le dire, mais Mmh. on a augmenté un tout petit peu, on a mis 20 en fait de plus sur les plateformes pour encourager les gens à passer, en direct. Je sais pas si c'est une stratégie qui paye aujourd'hui. En tout cas, les gens rechignent pas à payer les 20 de plus sur Booking, donc Bah, oui, donc ça veut dire que c'est encore pas assez cher. peut-être que même en direct, effectivement, on pourrait être, un peu plus cher. Après, la grille tarifaire, ça a été vraiment difficile, Ouais. pour moi de la créer parce que je me suis pas fait aider pour le coup. C'est l'étude de marché, c'est voilà, Mmh. l'étude de la concurrence et puis aussi, quand même un petit peu les charges qu'on avait. On a essayé de calculer nos charges, mais Bien sûr. là, il y a le gros point, c'est, on en a déjà parlé ensemble, c'est le sentiment d'être légitime et ça, c'est très dur. Encore aujourd'hui, après 6 mois d'ouverture, Mais je comprends tout à fait et je suis très mal placée pour en parler parce que ce soit aujourd'hui avec les clés du gîte ou avant avec mon gîte, ça a toujours été un enfer, moi, de me positionner sur des tarifs et de me sentir confortable avec ces tarifs-là. Heu, alors que toute ma famille et mes amis, «Mais non, tu es pas assez cher, tu es pas assez cher, le week-end, faut que tu l'augmentes» et cetera.
Mais en fait, on focalise tellement sur les défauts, sur, ce qui peut ne pas aller ou qui n'est pas à la hauteur, à notre goût, hein, pas forcément, des réflexions en plus de la clientèle. C'est, on je pense qu'on est les plus mal placés en tant que responsables, gérants et autres, pour, déterminer ces tarifs. Mais oui, parce que c'est notre maison, on a fait les travaux nous-mêmes, on y a Ouais. mis tout notre cœur, donc Mmh. c'est difficile, enfin, oui, c'est compliqué. Après, il y a aussi, nous, il y a quelque chose, comme je te disais qu'on avait beaucoup de professionnels. Les professionnels, parfois, par l'entreprise, ils se font rembourser à un certain, plafond. Et du coup aussi pour attirer ces gens-là, on a une chambre, qui est un petit peu plus petite que les autres, qu'on a mis un peu moins cher parce que, bah, c'est un peu le je pense qu'il y a un terme en économie pour parler de ça, mais j'y connais rien, mais voilà, c'est le petit appât pour, pour attirer les gens. On sait que celle-ci, on l'augmentera pas parce que je pense qu'il nous faut une chambre à moins de 100 €. Elle est à 90 € actuellement. D'accord. Elle fait combien de mètres carrés? Elle fait 17 mètres carrés. Donc c'est pas nos chambres sont pas, très, très grandes, hein. Non, bah, c'est déjà une bonne taille, je trouve, mais je pense qu'au-delà de la superficie, c'est plus, l'agencement et le confort qu'on peut apporter. On peut avoir une toute petite salle de bain, si elle a bien été pensée, je trouve que, tu sais, tu ressens pas la petitesse et tout est pratique et cetera, donc faut trouver, Bah, surtout alors ça, je t'avoue, je vais faire un petit coup de pub à mon papa parce que mais grave! comme c'est lui qui a conçu, les salles de bain et même les rangements qui sont dans les chambres, Mmh. l'aménagement des chambres, c'est, voilà, le magasin s'appelle Pérenne et c'est, les gens j'ai de très bons retours. Les gens me disent: «Ah mais vraiment, on n'a pas l'habitude de trouver ça, dans les, dans les maisons d'hôtes ou dans les hôtels qu'on a fait, avant de venir ici, c'était pas du tout cette qualité» et ça, c'est un peu ma plus grande fierté, c'est de me dire qu'ils ont un matelas très confortable, voilà, sur Booking, par exemple, nos matelas sont hyper bien notés, parce que maintenant on peut noter les matelas sur Ah Booking. d'accord, OK. Donc voilà, que les draps sont de qualité, les serviettes, mais ça, c'était un point d'honneur. Enfin, dès le début, on savait qu'on voulait pas faire voilà, du bas de gamme, quoi. On voulait un certain standing. Ah ben super, et le magasin est à Rouen? Il est, sur une zone commerciale, pas très ouais, Périphérie pas peut-être? très loin de Ouais. Rouen, ouais et c'est les gens le remarquent, hein, tout le monde enfin, à chaque fois, on me dit, «Oh, la cuisine, elle est belle» et parfois, on me demande même, la marque et le contact, donc Trop ouais, cool. C'est vrai que c'est magnifique. Moi, je me demandais si les têtes de lit, c'était lui oui, c'est aussi. lui, ouais, ouais. Les rangements, tout ce qui est Ah ouais, tu vois? Ça y est, je connais bien ouais. maintenant. Ah non, 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 c'est top. c'est vraiment, on est vraiment chanceux d'avoir eu ce coup de pouce-là parce que c'est c'est de la enfin, en tout cas, je parle pas en termes de matériaux, mais en termes de conception, c'est de l'aide, gratuite qu'on a eue, donc c'est sympa. Et tu l'as dit, que tu avais fait le choix de bonne qualité de matelas et de linge. Est-ce que tu peux nous citer les marques, auxquelles tu as fait appel? Oui, nos matelas, c'est des Bultex. D'accord. Parce que, voilà, j'ai toujours entendu mon père dire que c'était le meilleur, matelas, français. Bon là, je vais peut-être pas me faire des copains, mais voilà et c'est vrai que c'est ce que j'ai chez moi et je dors super bien. Mmh mh. Donc Mmh. voilà, Bultex pour les matelas. Pour ce qui est des couettes et des oreillers, c'est Epeda Oui, parce qu'on a une en plus, on a une usine, Epeda à quelques kilomètres de Rouen, donc c'est très local. super. Hem et nos draps, c'est Bonsoir Oui, super. et ouais, là, j'avoue que je me suis fait, happer par la communication. Ils ont une très bonne communication sur les réseaux mais on est super contents, je suis pas du tout déçue, hein. C'est vraiment super et les serviettes aussi, d'ailleurs. D'accord, OK. Excellent. Et je suis en train de regarder quelques photos en même temps qu'on discute. Je vois que ce sont, des lits doubles, je pense que c'est du 160, Oui, le oui, c'est format? 160, ouais. Et alors vous avez pas fait le choix de faire 2 lits simples, collés pour éventuellement avoir la possibilité d'accueillir des personnes qui soit veulent pas partager le lit ou qui sont, collègues ou amis et cetera? Est-ce que c'était réfléchi? Est-ce que c'était, souhaité? Est-ce que tu te dis: «Ah, on aurait pu éventuellement effectivement aller sur des lits simples»?
Ah mais non, non, c'est des en fait, nos 2 chambres du rez-de-chaussée, ce sont des lits doubles en 160, ça, matelas double, enfin sommier simple et matelas double d'ailleurs et les 2 chambres, à l'étage, ce sont 2 lits simples collés. Donc Ah, trop bien, ok. on peut les espacer Les et dissocier. ça ouais, ouais, ça nous arrive quand même de temps en temps. Enfin surtout au cœur de l'été, ça nous est arrivé quand même, plusieurs fois. Trop cool. Et ça, c'est aussi bon, c'est beaucoup de travail aussi parce que ça demande de stocker les couettes qui vont avec, Mhm. de Mm. on a racheté des draps, mais non, non, on voulait effectivement avoir cette possibilité de dissocier les lits. Et tu peux mettre un lit bébé dans une des chambres? Alors dans toutes les chambres, le lit parapluie, passe, il y a aucun souci. On le fait, très souvent. Et on a une chambre qui peut accueillir une famille de 4, où il y a vraiment, il y a un canapé qui fait lit et voilà, elle est plus grande, elle fait 27 mètres carrés celle-ci. D'accord. Voilà. L'Instagram, donc c'est toi qui t'en occupes. Tu nous as dit que c'était pas forcément la partie que tu aimes le plus. Est-ce que pour autant tu y vois un intérêt? Est-ce que tu perçois que c'est un atout aussi que d'être présent sur Instagram? Je je saurais pas trop dire aujourd'hui parce que, depuis le début, j'ai eu une réservation pour le moment qui provient vraiment d'Insta. Mais comme voilà, comme c'est pas je sais que c'est pas, comment? Hem c'est pas tabou, mais je sais que j'ai pas le discours un discours très positif, sur ça, mais moi, en fait, dans ma journée de voilà, dans mon quotidien, c'est pas un réflexe de me dire, «Ah bah, avant que je commence, il faut que je prenne, telle photo. Ah bah, là, faut que je me pose et que je fasse, ma story». Enfin, tu vois, j'en ai fait une ce matin, ça m'a pris presque 10 minutes, ça m'a mis en retard pour l'école. Enfin, c'est c'est vraiment un temps à prendre. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Je sais pas faire un reel, par exemple, un réel. Oui. C'est ma sœur, les quelques-uns qu'on a sur le compte, c'est ma sœur qui les a fait, cet été parce qu'elle avait un peu de temps, mais voilà, moi, je sais pas faire et donc voilà, c'est moi qui l'anime à peu près quand j'ai le temps. Ma sœur m'aide aussi, mais je pense que ça peut être un bon moyen de promotion, mais il faudrait vraiment plus l'alimenter parce que là, je pense on est perdu dans l'algorithme en fait. On n'est pas du tout visible. C'est un gros travail et je me demande même si un jour on délèguera pas ça. On sait parce que comme on est membre de la plateforme Les Clés du Gîte, on sait qu'on a des contacts et je sais déjà à qui je peux faire appel. Mmh. Voilà, si j'ai besoin. Et d'ailleurs, maintenant, donc ça fait 6 mois que vous avez lancé l'activité. Est-ce que tu perçois des choses sur lesquelles tu as envie de t'améliorer, de retravailler, de te former peut-être? Hem, En ce qui concerne la formation, j'ai pas de piste, claire. Ce que je sais, c'est on voudrait avoir, je sais pas comment elle s'appelle cette formation pour pouvoir servir de à manger. Oui, faire le permis d'exploitation et la licence? C'est ça. Alors c'est pas tu peux c'est si tu fais de l'alcool, parce que tu peux servir à manger sans avoir à passer cette formation. Oui, c'est vrai. Alors, bon, C'est si tu sers de l'alcool, voilà. moi, on ferait pas table d'hôte parce que ça, c'est trop énergivore et on a vraiment pas le temps. Nos journées sont déjà remplies. Mais par contre, c'est vrai que les gens apprécient de pouvoir boire quelque chose. Et nous, actuellement, on a des bières au frigo et on a une petite boîte à pourboire. Donc, c'est au bon cœur des gens de nous donner ou Ah, pas. c'est trop gentil. Ouais, c'est un peu trop gentil, je t'avoue, parce que je suis pas sûre que voilà, je pense qu'on c'est pas là-dessus Que tu fais qu'on de gagne, l'argent. voire non, je pense que c'est plus, on en perd qu'autre chose, mais c'est pas grave parce que voilà, c'est le début, faut bien tenter des choses, Oui. voilà, par exemple, j'ai des petites boîtes de chips, dans la cuisine, et j'avais bien mis enfin, moi, j'avais noté dessus au stylo, que ça coûtait tant et en fait, je m'aperçois qu'elles disparaissent, sans qu'on me donne jamais rien. Oui. Donc voilà, c'est des choses à modifier et moi, je suis un peu naïve et puis je dis, «Mais non, les gens sont honnêtes et il y a pas de souci». Bon, bah non, c'est pas je suis trop naïve. Puis comme on n'y habite pas, de toute façon, je peux pas empêcher les gens de fouiller dans le placard,
enfin, voilà, je vais pas tout stocker dans à clé, avec un cadenas. Enfin, moi, je suis en mode confiance, quoi. Oui, non, mais il faut trouver le bon compromis, mais effectivement, il faut peut-être, signaler un peu davantage le fait qu'ils peuvent se servir, que c'est mis à disposition, mais qu'il y a une petite rétribution. Oui, voilà, mais je peux pas, de toute façon, voilà, je suis pas derrière eux, donc si un Non, jour, faut pas les fliquer non plus, quoi. voilà, donc Mmh. bon, ça, c'est des choses il faut qu'on prenne le temps d'y réfléchir, voilà, Mmh. pour optimiser un petit peu, ces choses-là. Après, dans Tout nos à pistes fait. d'amélioration aussi pour la saison, tout du moins, suivante, on moi, je pense qu'on se fera j'aimerais bien en tout cas qu'on se fasse aider pour le ménage parce que c'est vraiment trop, trop physique, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai trois chambres à faire, toute seule, mais j'ai aussi une tonne de repassage et il faut que j'aille faire la pointe, sur les courses, donc je sais pas comment je vais faire rentrer tout ça dans ma journée. Donc déléguer un petit peu le ménage, ça me paraît, quand même essentiel, au moins pour l'été. Imposer les deux nuits minimum, comme je disais Tout à fait, ouais. et louer la maison, peut-être dans son entièreté aussi quand nous on a envie de partir parce que, bah, il faut bien qu'on se garde une vie de famille, quand même. Complètement. Oui, oui, il faut se préserver aussi, et tu peux quand même, rentabiliser, comme on disait, en faisant de la privatisation, des minimums de nuitées et cetera. Donc, faut jouer avec tous ces leviers-là. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou que tu aurais fait différemment? Hem, non, non, il y a pas des choses que je regrette, que j'aurais fait différemment. Bah, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit. En fait, je regrette pas de les avoir fait parce que je pense qu'il fallait qu'on fasse une saison un petit peu, comme ça pour jauger, pour savoir, et puis maintenant on prend des mesures pour changer ce qui va pas, mais je regrette pas, je regrette. Moi, je suis voilà, c'est ma philosophie de toute façon de pas regretter, ça sert à rien de regretter. Il faut aller de l'avant Tout à fait. et voilà, juste, il y a toujours des solutions. Il suffit de bien réfléchir, de se poser, d'en discuter et puis, on change un petit truc et puis, ça peut suffire à changer le quotidien. Oui, bah, amen, c'est super. Tu Est-ce vois, que par exemple, bah, excuse-moi, je te coupe. Par vas-y, exemple, vas-y. on a investi dans une boîte à clés. Alors ça a fait débat un petit peu, chez nous, pendant un moment parce que, nous, c'est pas comme ça qu'on envisageait la maison d'hôte. Maison d'hôte, c'est on accueille les Mmh. gens, on discute, on partage. J'ai pas envie qu'ils arrivent et qu'ils se retrouvent à faire un code sur une boîte et qu'ils rentrent tout seuls dans la maison. Mais en fait, bah, voilà, en le vivant au quotidien, on s'est rendu compte que, bah, comme je te disais, moi je dois partir, chercher les enfants. Donc il y a une demi heure de vide comme ça en fin d'après-midi où c'est une heure où on a beaucoup d'arrivées. Donc ça m'arrive, très rarement, mais ça m'est déjà arrivé de dire aux gens, enfin voilà, de leur expliquer comment fonctionner avec Mmh. la boîte à clés et puis dès que j'arrive, je vais les voir et je me présente et voilà, mais en fait, le fait d'être coincé chez soi à attendre que les gens arrivent, ça c'est quand même, c'est un des gros points, d'amélioration aussi, j'aimerais bien trouver une solution pour que ça n'arrive plus. Nous, on a une plage entre 16 heures et 20 heures pour les arrivées. Dans les faits, il y a beaucoup de gens qui arrivent après 20 heures. Après 20 heures, c'est Valentin qui les accueille parce que moi je suis plus en état. Mais, voilà, être coincé chez soi, en attendant les gens, ça c'est vraiment un point, négatif de l'activité, je dirais. Quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez eu à surmonter avec, bah, tout le projet et jusqu'à aujourd'hui? Hem, Moi je dirais, enfin nos travaux se sont bien passés là-dessus, non, la plus grosse difficulté, c'est encore aujourd'hui en fait, c'est de trouver un équilibre entre, notre vie perso et notre vie, pro. Parce que voilà, ça fait 6 mois qu'on travaille, 7 jours sur 7. C'est voilà, c'est conséquent. Après on a la chance d'être, super bien entourés. Voilà, par exemple, on avait un mariage, cet été, c'est des amis qui sont venus garder la maison. On avait vraiment confiance en eux et ils s'en sont super bien occupés. Donc voilà, la plus grosse difficulté, c'est la gestion des enfants,
en même temps que, voilà, que l'activité professionnelle. Parce que quand j'accueille quelqu'un à 18h, bah, je dois laisser mes enfants tout seuls chez moi pendant que je vais dans la maison d'à côté pour présenter la chambre. Et ça, c'est quand même, ils sont petits, mes enfants, ils ont 5 et 3 ans, donc c'est voilà, je me dis qu'avec le temps, ça ira parce qu'ils vont grandir mais je réfléchis quand même à des solutions, peut-être une fille au père ou enfin voilà, c'est ça ma plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de trouver l'équilibre. D'accord, OK. Et à contrario, ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, je dirais que c'est pas facile. Moi j'adore les discussions que j'ai avec certaines personnes, heu parce que en fait, on s'y attend pas. Quand on les reçoit la veille, parfois, ça peut arriver que les gens soient un peu froids, voilà, sur la Oui. et en fait, le lendemain, ils ont plus le temps, ils ont bien dormi et on discute et parfois je découvre que les gens ont une vie de dingue, en fait. Voilà et les discussions, je peux passer, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à parler avec des gens, et en fait, ça me fait voyager, j'adore voyager et là, bah, depuis quelques années, c'est entre les enfants, la pandémie et voilà, c'est plus trop ça et là, j'ai l'impression de revoyager à travers, l'histoire, heu, l'histoire des personnes. Ouais, c'est drôle parce qu'on m'avait déjà dit ça aussi, effectivement, le fait qu'on voyage à travers les récits et les rencontres que l'on fait, au jour le jour avec les clients. C'est trop chouette. Ah ouais, ah ouais, c'est super. Ça, c'est vraiment, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça. C'est ce qui me motive au quotidien. Donc ce changement de vie, est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite? Ah bah, aujourd'hui à 100. Il y a des petits ajustements à faire, mais franchement, je retournerai jamais, en arrière. C'est fini. Et d'ailleurs, donc si d'autres, en t'écoutant, se disent: «Oh là là, moi aussi, je veux donner ma démission, je veux changer», quels sont les 3 conseils que tu donnerais à ces personnes qui se questionnent? Oh là là, moi je suis encore en recherche de conseils, donc c'est pas facile d'en donner. Mais, la chose la plus importante, c'est, bah, si vous y croyez, il faut y aller parce que franchement, je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit: «Mais une maison d'hôte? Là?» ou, «Mais tu étais prof et tu avais toutes ces vacances et tu avais la sûreté de l'emploi, la sécurité de l'emploi et» mais en fait, non, moi je préfère, je suis 1000 fois mieux là où je suis aujourd'hui et d'ailleurs il y a plusieurs de mes amis qui me l'ont dit, «Tu vraiment, aujourd'hui tu es à ta place, tu beaucoup mieux même dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, tout est en ordre», donc vraiment quand on y croit, il faut le faire et il faut c'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque qu'il faut étudier et voilà, et il faut aussi bien s'entourer, avoir du soutien, c'est hyper important. Ah oui, je suis bien d'accord, effectivement, il faut pas se lancer seul et de toute façon, bah, le projet, il est souvent familial, hein, même si on n'a pas forcément un partenaire ou des enfants et cetera, mais on implique toujours, de près ou de loin les gens qui nous entourent, donc il faut que ce soit OK de tout le monde, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais c'est le cœur, enfin, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour moi, c'était pas l'argent, pour ce projet, c'était vraiment l'entourage et le soutien. Donc les prochaines étapes, c'est, l'agrandissement avec, les travaux à venir et puis essayer donc, comme tu disais, de faire des petits ajustements pour essayer de trouver un meilleur équilibre et peut-être se faire aider pour, se soulager. Exactement, c'est ça, c'est notre projet, et en plus de l'agrandissement, je précise, on fait un petit local à vélo, on fait aussi, on aménage notre cave pour en faire une petite pièce, on n'a pas encore bien défini ce que ça pouvait être, mais, une pièce secrète, voilà, donc c'est des gros travaux en perspective et on est ravis, de se replonger dedans. Eh beh, trop chouette et nous, on a hâte, de pouvoir suivre ça sur Instagram. Oui, 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 La parce fille que qui je met vais la m'y mettre, pression. sérieusement. Non, mais c'est vraiment chouette de, tu sais, de voir les avant-après, de suivre un petit peu, les travaux. Effectivement, ça fait pas des Ouais. jolies photos, mais c'est super chouette, de suivre ça. Moi, j'adore et je pense qu'on est nombreux à aimer suivre, les travaux, les rénovations et cetera. Bon, allez, je vais m'y mettre alors.
Bon, parfait. On arrive à la fin de notre échange, donc j'ai encore 2 dernières questions. La première, c'est dans quel gîte ou chambre d'hôte, avec Valentin, vous aimeriez séjourner le temps d'un week-end? Alors, comme je savais que cette question, viendrait, j'ai en fait, comme souvent tes invités te disent, c'est hyper dur parce qu'il y a plein d'endroits qui nous font de l'œil, Oui. moi, à chaque fois que je découvre une maison d'hôte, via le podcast, je vais voir et hem Hem, le Mas de Bethel, Oui, récemment, tout que à tu fait, as ouais. que tu as interviewé, Oui. je crois. Voilà, par exemple, c'est magnifique, voilà, j'ai tout de suite envie d'y aller. Mais je me suis dit, je vais plutôt te proposer un endroit où je suis déjà allée et ça m'a laissé un souvenir, incroyable. C'était une maison d'hôte en Italie, près de Florence, qui s'appelle Il Monasterio, D'accord. le monastère, et c'était magnifique. Je crois que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de vacances, et donc voilà, ça, là, j'aimerais beaucoup y retourner. Ben nous aussi là, hein, tu nous donnes envie. Ah ouais, c'était, le petit déjeuner incroyable, le vrai café Oh. italien, le vue sur les vignes, enfin, c'était magnifique. Oh là là, bon, eh beh, on se le note et je pense qu'on va organiser ça. Et ma toute dernière question pour finir en musique, c'est quel titre illustre le mieux l'esprit, le quoi? L'état d'esprit ou l'atmosphère des Clés d'à côté? Alors, je te propose, la toute première chanson que je mets, quand je me mets à faire mes ménages. C'est une petite, musique, feel good. Ça s'appelle, Where Does the Good Go? De Tigane and Sarah, et c'est super sympa. J'adore l'accent. Ah bah, moi j'étais Ça prof d'anglais, hein, donc faut pas que je perde. Je sais, mais du coup, j'adore quand tu parles en anglais, c'est hyper agréable. Eh bien, écoute, on entendra des petites notes de musique en arrière-plan. Un grand, grand merci, Julie. C'était vraiment trop chouette de passer ce moment avec toi et de découvrir plus en détail l'histoire de la maison des Clés d'à côté. Et très joli nom, hein, d'ailleurs. Et écoute, on vous souhaite avec Valentin une super belle continuation, des ajustements qui vous permettront d'être pleinement épanouis dans cette nouvelle aventure. Et puis, on a hâte aussi de suivre l'évolution de la maison. Merci beaucoup, merci Laura, merci à toi, vraiment. Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.lesclésdugîte.fr. Belle journée!